De footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui accompagné de Christophe Carniel, fondateur de Vogo. Salut Christophe. Bonjour Jess. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Et toi ? Écoute, bien. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci également à Cédric Fiolet, qui nous accueille effectivement ici à l'Arena Sud de France. Cédric est le patron ici, clairement. C'est le directeur général. Merci Cédric, si tu écoutes cet épisode, de nous accueillir dans ton enceinte qui est vraiment magnifique. En plus, alors pour ceux que ça se verra peut-être pas à l'écran, même sur la chaîne YouTube, mais ce soir, les techniciens sont en train d'installer tout le matériel, mais Starmania qui passe ce soir, donc on est vraiment dans un décor incroyable. Et on est ici dans ta loge, la loge de Vogo, en tout cas qui vous permettent sur certains événements de faire le lien avec votre technologie, mais ça on en reparlera. En tout cas, c'est ici que tout a commencé chez Vogo, c'est ça ? Oui, bonjour Jess, effectivement c'est ici qu'avec Pierre Keflin, Daniel Dedis, on a fait notre premier événement avec Vogo. Pour rappel, Vogo, on est une Sportec, on développe des solutions de replay vidéo et de communication audio dans le monde du sport. Et on a démarré ici au championnat d'Europe de judo, je crois que c'était en 2014 ou 2015. Alors, on y reviendra effectivement à ce démarrage. Mais avant toute chose, question que je pose à tous mes invités, est-ce que tu imaginais une seconde au démarrage de ta vie professionnelle être là où tu en es aujourd'hui ? Non. J'hésite à répondre, mais en fait, non, j'ai pas d'hésitation. Non, en plus, je pense que je faisais partie de la catégorie de gens qui s'est un peu longtemps cherché sur son métier. J'ai fait des études d'ingénieur, mais c'est plutôt en dernière année d'école d'ingénieur que j'ai pris cette voie un peu du numérique, de l'audio et de la vidéo. Donc, non, j'imaginais pas d'ailleurs que je serais même chef d'entreprise assez rapidement. À ce moment-là, tu es en études, tu imagines faire quelque chose de précis d'ailleurs, tu prends une voie, tu es ingénieur en gros, tu te prédestines à être ingénieur. Ouais. Tu as un métier cible ou pas du tout ? Non, j'ai pas un métier cible. J'ai avec Pierre Keflin, qui est mon ami et associé, on est en dernière année, on a pris plutôt une option architecture des systèmes, donc plutôt qu'on appelle aujourd'hui l'univers du numérique en fait. Okay. Et on travaille tous les deux sur un projet de fin d'année qui aujourd'hui serait d'une banalité extraordinaire, mais qui à l'époque était assez innovant. C'était autour de la numérisation du son. Dans une époque, la fin des années 80, début des années 90, où on achète toujours des disques dans des magasins et ils sont bien emballés et on déploie dans les magasins Fnac un système qui permet d'écouter un peu de musique, découvrir l'album avant de décider de l'acte d'achat. Je dis souvent un peu l'odeur du parfum avant qu'on achète le flacon. Attends, tu es en train de me dire que lorsque j'écoutais, avant d'acheter un CD, en tout cas à l'époque, c'était ta technologie que j'utilisais C'était certainement dans les magasins Fnac un dispositif qu'on a... Ça c'est exceptionnel parce que ça c'est un peu toute mon enfance. Je pense qu'on a tous passé des heures à la Fnac à écouter des albums des uns et des autres avant de les acheter. Moi j'ai démarré avec Pierre, on a démarré dans l'équipe qui a mis au point ce dispositif et qui l'a déployé. Ouais. C'est génial. Ouais. C'est génial. Ouais, c'était le début, c'était la première très belle aventure. Alors ça, tu veux dire que ça a été une première entreprise ? Alors non, on était tous les deux salariés d'une entreprise qui malheureusement a eu des difficultés financières, donc a dû arrêter son activité après ça. Et donc on s'est retrouvés tous les deux... alors moi j'étais basé à l'étranger, en Belgique. Pierre était basé à Montpellier. Et on s'est retrouvés tous les deux sans emploi. D'accord. Avec une compétence assez innovante sur la numérisation de l'audio.
Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, on est assez jeune, on a dit, on va créer une entreprise, quoi. Voilà. Vous avez quel âge à ce moment-là? Moi, j'ai 26 ans. Et Ah ouais, lui, dis-donc. il a quelques années de plus. Mais jeune, ouais, très jeune, ouais. Ouais, 26 ans. Et qu'est-ce qui vous donne envie de créer une société Le à fait de ne 26? pas trouver de boulot. C'est vrai? Non, enfin, c'est pas. Non, c'est 1993, c'est quand même. Il y a une petite crise de l'emploi. Moi, je suis en Belgique, j'ai envie je me retrouve voilà, sans boulot, j'ai envie de revenir dans ma région d'origine, à Montpellier, où j'ai mes racines, où j'ai grandi. Le Pierre est à Montpellier. On s'est dit, on va essayer au départ de mettre nos compétences au service de gens qui auraient besoin. On avait touché la production musicale à travers la numérisation de disques. Mhm. On a des contacts dans les médias qui sont intéressés par numériser des éléments, des radios. Voilà. Donc on s'est dit on va essayer de cultiver tout ça. Ouais. On a des contacts aussi dans le tourisme qui s'intéressaient déjà à mettre en place des dispositifs numériques pour valoriser des espaces dans l'image, avec le son. Ah ouais. Donc c'était vraiment le nouveau, on appelait ça d'ailleurs, le terme c'était multimédia. Voilà, c'était le démarrage des dispositifs multimédia. Excellent. Et donc on s'est dit, on va mettre notre compétence technique au service de gens qui auraient des besoins. Voilà. Puis il y a eu des rencontres. Et alors là, vous faites quoi exactement? Donc là, on crée une société qui s'appelle Netia. Ouais. D'ailleurs, Netia, c'est la contraction de network et multimédia. Ok. Voilà, je te dévoile nos petits secrets, Jas. C'est la contraction de network et multimédia. Donc on retrouve un peu ce mot multimédia dans les années 80, 93, 95. Et puis on rencontre un consultant chez TF1. Alors on travaille un peu pour Radio France Internationale, qui numérise des correspondances téléphoniques. Donc en gros, avant c'était enregistré sur des magnétophones analogiques et on faisait les montages au ciseau. Enfin, les journalistes faisaient ça. Et puis couraient dans les studios pour la diffusion. Ouais. Et voilà, on met un traitement numérique. On met un petit traitement numérique de l'enregistrement de la correspondance téléphonique et on relie le studio pour qu'il puisse diffuser. Voilà, c'était un peu nouveau, c'était le début de la numérisation des systèmes de production, diffusion en radio. Oh là là, et puis on rencontre un consultant de TF1 qui nous dit TF1 a un projet qui est de faire une chaîne d'information vitrine. Peut-être ça peut être intéressant. Hein. Voilà. Et on travaille pour une chaîne qui aujourd'hui existe, pour laquelle on a assisté, on a travaillé pour la création, qui s'appelle LCI, la chaîne Info. Voilà, et on déploie un dispositif de production audio qui consiste à enregistrer des correspondances téléphoniques, donc être très réactif sur l'actualité, faire des montages très rapides et diffuser. On voit ça encore en télé où on voit une cartographie ou la photo et une correspondance téléphonique qui oui, exact. Oui, voilà, c'est le principe. Hein. Et à partir de là démarre l'aventure de Netia où on devient éditeur de logiciels pour la production et la diffusion des chaînes de radio d'abord. Sur cette numérisation de ces logiciels développés, on en fait des progiciels, c'est-à-dire des logiciels qui sont vendus tels quels. Et on pénètre vraiment le marché de la numérisation, de la production radio. Donc on se développe de 1993 à 2000... pendant 10 ans, 2003-2004, on équipe des radios dans le monde entier. Oui, voilà, ce que j'allais te demander, vos clients sont plutôt des gens, des médias, du coup. Des médias. Donc, Netia, c'est un éditeur de logiciels pour les médias. Pour les médias, principalement. Donc, les radios, les télés, en suivant, puisque quand on a fait l'audio, faire la vidéo, finalement, c'est plus gourmand, mais c'est pas plus compliqué. D'accord. Donc, il y a peu de... C'est plus gourmand, c'est-à-dire que la vidéo, le son, c'est les mêmes caractéristiques. On traite d'informations numériques. Et puis la boîte se développe très bien en France et à l'international. On numérise des médias un peu partout. Hein. Donc en France, on a travaillé pour les plus grands, Canal+, RTL, Radio France. Toutes les chaînes de Radio France travaillent avec ces outils, avec les outils de Netia, dans la production-diffusion, de France Info, France Inter, à toutes les France Bleues locales. C'est génial, ok. Voilà, donc
la numérisation de France Info, ça a été un épisode extraordinaire qu'on a vécu, quoi, parce qu'on bascule une chaîne de radio qui est une chaîne qui est dédiée à l'info, qui est hyper pertinente sur son terrain, et voilà, elle utilise nos outils pour réaliser ses programmes. Enfin, c'est génial. Voilà, c'est génial. Ouais. Donc, et puis en 2008, alors en 2004, il se passe quelque chose sur le marché, c'est l'arrivée sur ce marché des broadcasters, du contenu audiovisuel, l'entrée de ce qu'on appelle les OTT, les opérateurs de télécom, D'accord. avec l'arrivée des box. Ok. En quoi ça a un impact sur votre activité? Ça a un impact pour nous parce qu'on est choisi pour faire la partie back-office de la Livebox d'Orange. D'accord. Donc qui est en gros fonctionne comme une chaîne de radio ou de télévision. On acquiert du contenu, on le numérise, on le stocke, on l'indexe et on le met à disposition. Au lieu de le diffuser de manière linéaire comme une radio ou une télé, on le met plutôt à disposition sur une plateforme. Okay. Et cette plateforme est consultée par les utilisateurs de la box. Et pour faire simple, ça c'est 2004, en 2008, Orange rachète la société. D'accord, voilà, oui, d'accord. Voilà, dans le cadre d'un déploiement très fort de la Livebox. Okay. Donc là, à ce moment-là, la société, avec ton associé, c'est une société de combien de personnes? On est une centaine de personnes, un peu plus de 100 personnes, essentiellement des ingénieurs. On a des actionnaires qui sont des fonds d'investissement, régionaux, nationaux. On a eu besoin de moyens financiers pour se développer, donc on a vécu des dilutions un peu successives. Voilà, donc on cède 100% de la société à Orange, qui nous rattache à une partie audiovisuelle chez Orange qui s'appelle Globecast, qui est assez dédiée au monde de la télévision et de la radio. D'accord. Et voilà, donc je devais rester 3 ans, je reste 4 ans dans ce groupe, fabuleux. Un groupe où j'ai appris beaucoup. Ah, tu vends avec ton associé, mais... Nous vendons avec une obligation de rester 3 ans minimum, ouais. D'accord. Et là, tu auras avec ton associé quelle fonction? En gros, on reste aux commandes de Netia, mais on travaille à l'intégration dans le groupe Orange. D'accord, ok. Aussi. Et après, j'ai fait pendant quelques temps quelques missions dans le groupe. Voilà, toujours lié à l'audiovisuel chez Orange, qui avait vraiment pris une ampleur très très importante. Enfin, on le voit aujourd'hui, quoi. Enfin, Orange, c'est un acteur de l'audiovisuel en France. Et ça nous emmène à 2008. Et qu'est-ce qui se passe Ça nous amène on vend en 2008, ça nous amène en 2012. Ok, 2012, ok. Voilà, 2012, où je quitte Orange. Bons amis, je crois que l'étape d'après, elle était parisienne, plus importante. Et bon, voilà, j'ai plutôt fait le choix de rester ancré à Montpellier, même si me déplacer n'a jamais été un souci. Oui, parce que j'allais te demander, parce que toutes ces années étant basé à Montpellier, mais travaillant beaucoup pour les télés et les radios, tu devais être tout le temps en déplacement. Tout le temps à Paris ou ailleurs, quoi. Paris, et puis voilà, États-Unis, Asie, Australie. On fait beaucoup de déploiements en Australie. Voilà, donc, ouais, ça m'a interpellé, et ça m'a intéressé, et ça m'a plu. Voilà. Et ça m'a plu. Il faut faire ça si ça plaît. Et je pense que ça m'a enrichi culturellement beaucoup. Voilà, c'était intéressant. Tu veux dire les déplacements à travers le globe? De rencontrer des gens un peu partout. Je pense que c'est important. Enfin, ouais, ça permet de voir d'autres choses. Bien sûr, voilà, je fais un peu référence au contexte actuel. Je ne sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais je pense que c'est bien qu'on ait ces échanges. Voilà, donc on arrive en 2012 et là je m'arrête une année, quoi. Voilà, tu fais le break. Je m'arrête une année. Alors je m'arrête pas complètement parce que j'ai une activité bénévole qui est présidente de l'Agence régionale de l'innovation depuis quelque temps. Donc ça m'a ouvert l'esprit à autre chose que le numérique. Alors il y a le numérique qui était un facteur fort de la politique économique régionale. Ok. Donc là on est en Occitanie. On est en Occitanie, ouais. Okay. Mais il y a les énergies renouvelables, la santé,
des industries agroalimentaires. Enfin, il y a des sujets qui concernent l'Occitanie, dans lesquels je découvre qu'on peut innover en dehors du numérique. Tu sors Qu'on après peut quelques innover années de partout. ton... Voilà. Donc, je trouve ça vraiment... Enfin, ça m'interpelle, ça me plaît. Et je trouve qu'il y a... En plus, enfin, je pense partout, mais dans cette région, il y a vraiment des gens incroyables sur ces sujets d'innovation. Là, on sent, t'avais quoi? T'as envie de te renouveler aussi? Ça fait quand même pas mal d'années que t'as développé un business que tu, in fine, j'imagine, devenu expert, tu connais bien, t'as traversé le globe pour développer le modèle. Là, t'as besoin de revenir chez toi et de trouver de nouvelles idées? Ouais, j'ai besoin bon, voilà, de construire la suite. Ouais. Et avec moi-même, toujours avec mes amis, puisque c'est une équipe soudée, Pierre, Daniel, Véronique, Christelle. Ah oui, t'as toujours... Mais là, toi, Je suis tu toujours fais en ce contact break. avec certains qui sont chez Netia, d'autres qui ont quitté après moi. Voilà, je suis en contact avec eux. J'ai besoin voilà, j'ai besoin de poser tout ça, de regarder aussi ailleurs ce qui peut être fait. Ouais. Voilà, de rester aussi moi-même et d'imaginer en quoi, finalement, quels sont mes moteurs. Et j'ai découvert qu'un de mes moteurs, enfin, mes deux moteurs sont l'innovation, essentiellement technologique, mais pas que. Je découvre qu'on peut innover Ça, dans le c'est service. marrant parce que c'était pas forcément évident pour toi avant. Parce Non. qu'en t'écoutant, Non. ça paraissait Non, limpide pour je moi. venais Mais de là et ça te paraissait naturel. ouais, c'était pour moi, c'était pas. C'était une banalité sans nom. Pour moi, je découvrais pas au combien, voilà, ces aspects innovation et développement international Ok. pouvaient être des moteurs pour beaucoup d'activités, en fait. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, c'est un vrai. Voilà, voilà, donc cette année-là, je me pose, on discute, on échange, on cultive notre passion. Jess, tu le sais, notre passion, c'est la même que la tienne. Enfin, toi, voilà, c'est le sport. Ah oui. Ouais. Toi, je sais que c'est le bateau. En tout cas, c'est le Ouais, monde en du... partie, ouais. Mais c'est le sport. Et donc, pendant cette période-là, je m'étais fixé un petit challenge personnel ouais, enfin, voilà, de courir un marathon. Voilà. Ok, ah ouais. Donc, je fais aussi ça. Je voulais faire ça aussi. D'accord. J'en fais deux même. Ah oui, tu prends soin de toi, tu vas chercher des idées, Ouais, tu te remets au sport. je sais pas comment on appelle ça, mais ça doit avoir un nom, je pense. Oh bah, dans le sport, peut-être, juste le coup, on est parti dans les analogies avec le sport, c'est une mise au vert, quoi, presque. Ouais, Tu sais, c'est ça, c'est une un peu forme ça, de, ouais. ouais, c'est une forme de réflexion. Voilà. Et puis un jour, avec Pierre et Daniel, on a une idée, voilà, de dire, mais pourquoi finalement on n'allierait pas nos compétences technologiques dans l'audio et la vidéo avec notre passion, celle du sport. Celle du sport. Et alors bien sûr, ça s'est pas venu comme ça, parce qu'on a observé cette digitalisation du monde sportif, cette arrivée de la technologie dans l'univers du sport. Ouais. Enfin, avant, on parlait sport et l'économie, c'était autre chose. Enfin, c'était séparé. Ouais. Et là, on voit que le sport ne va pas échapper à la numérisation, à la technologie. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille à ce moment-là? Il y a des... C'est peut-être déjà le marché américain qui est peut-être Je déjà pense que les beaucoup anglo-saxons avaient déjà commencé à travailler sur les sujets. Notre frontière avec le monde des médias, les médias et le sport sont jamais très très loin. Ouais. Donc on avait toujours vu que finalement, des caméras, des dispositifs de captation, des systèmes allaient sur les terrains de sport et que ces systèmes évoluaient technologiquement. Et puis après, peut-être notre observation, notre écoute de gens qui sont dans cet univers-là et qui disent bah, tiens, si on pouvait faire ça, bah, tiens, si on pouvait... Voilà, cette curiosité naturelle sur des innovations qui permettait de dire bah, tiens, ça, peut-être que voilà, d'imaginer que les gens qui voient des ralentis à la télé se dire mais si on pouvait voir les ralentis dans le stade, ça serait super. Ou si on pouvait changer d'angle de vue dans le stade, ça serait top. C'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'on est en 2024, donc forcément on se dit c'est normal, c'est naturel. Voir un replay en plus maintenant aujourd'hui, c'est presque... C'est banal. Ouais. C'est hyper banal, mais c'est vrai qu'à l'époque, et pas dans tous les sports,
il y avait une capacité, en tout cas pour un staff technique, un sportif, de se regarder et en tout cas de concevoir l'image comme un outil finalement à la performance. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, on lance Vogo. Ok. Voilà, 2013. On fait de la R&D pendant 2-3 ans. Oui, là à ce moment-là, c'est que de la R&D pendant 2-3 ans. C'est que de la R&D. On veut développer un dispositif qui permet aux gens qui sont dans une salle comme celle-ci, comme l'Arena, arriver en parallèle des téléphones portables, développement de la téléphonie mobile en parallèle, de dire on va utiliser le téléphone portable comme un outil pour revoir une action, qu'on vit cette action en live, mais on la revoit instantanément sur son téléphone portable. Ah oui, l'objectif, en tout cas pour vous, le projet, c'est d'avoir en tout cas un retour sur l'action instantanée. Instantané, c'était ça le projet. C'était d'avoir un outil qui permette, de manière totalement indépendante, de choisir un angle de vue, donc une caméra déjà existante dans l'enceinte sportive, et de dire, tiens, il y a eu un but, un essai, une action un peu litigieuse, voilà, je veux la revoir au ralenti, en zoomant, en faisant un arrêt sur image. C'était ça l'idée. Et on a 2014 ou 2015, on met la première ici au championnat d'Europe de judo. C'est pour ça que je trouve que c'était pertinent qu'on fasse cet échange ici, parce que faut imaginer cette salle en configuration judo, championnat d'Europe. Il y a 5 tatamis, l'un à côté de l'autre, et il y a 5 combats simultanés. Et donc 5 caméras. Donc généralement le public regarde un combat, mais peut louper quelque chose à côté. Et on s'est dit, avec notre solution, il pourra, s'il a loupé quelque chose, instantanément se dire pourquoi les gens ont crié alors que j'ai pas vu. Et voir c'était ça un peu l'idée. C'est intéressant que tu parles précisément de ce point-là, parce que c'est vrai qu'en préparant cet épisode, on en avait un peu discuté, et c'était aussi intéressant pour le judoka, qui lui combattait en parallèle de ses futurs peut-être concurrents, enfin en tout cas, et du coup il ne voyait jamais véritablement de quelle manière combattaient ses concurrents. Il se voyait pas. Il se voyait pas combattre. Et il ne voyait pas combattre son futur combattant pendant l'événement, pendant la compétition. Bon, je ne sais pas si c'est très correct ou litigieux ou pas, mais en tout cas, le directeur technique national de l'équipe de France de judo à l'époque a pris une tablette et il a regardé les combats et il les a montrés à ses combattants. Voilà. Et là, et puis il y avait Teddy Riner qui combattait et il a regardé effectivement son combat. Là, en une seconde, c'est un retour d'expérience. Là, il y a l'échange qui peut se créer. Donc, c'était amusant. C'était très amusant parce qu'on n'avait pas prévu ce mode d'utilisation. On n'avait pas prévu aussi les modes d'utilisation par les médecins, par les arbitres. Nous, on était plutôt partis sur un mode d'utilisation spectateur. Spectateur, ah oui, l'angle de départ était plutôt L'angle de départ était spectateur. Et finalement, le vrai besoin, c'est tous les usagers d'une arena comme celle-ci, en configuration, ou d'un stade, c'est tous les gens qui ont besoin de faire du replay vidéo. Et de l'analyse in fine. Et de l'analyse et du replay instantané, donc les coachs, les arbitres. Alors maintenant, la VAR dans le football, on ne parle que de ça. C'est toi qui viens du football. C'est clair. Mais ça existe dans toutes les disciplines sportives. Les médecins, parce que il faut mettre en sécurité les joueurs. Il y a des sports à choc où il y a des commotions cérébrales. Donc, si un joueur de rugby, notamment, subit une commotion, il faut le mettre en sécurité. Donc les outils de replay servent à revoir les chocs et à prendre des décisions rapides. Donc là, il y a le judo. Donc là, c'est vraiment le premier sport où vous commencez finalement à observer d'autres usages que celui initié au départ. Et ensuite, il y a d'autres sports très vite qui arrivent dans l'aventure. Oui, après on se dit ça peut marcher dans beaucoup de... Enfin, on ne voit pas de discipline sportive dans laquelle ça ne peut pas marcher finalement. Donc on lance ça sur le marché. On a un très bon retour des ligues et des fédérations qui se disent on peut l'utiliser. Et notamment, on a un excellent retour de la Ligue nationale de rugby. Qui a mis en place un protocole de commotion cérébrale pour les matchs de top 14 au Pro D2 et qui se dit il me faut la vidéo en plus comme un outil parce que les gens n'avaient pas de vidéo. Les médecins en bord de terrain voyaient l'action, donc
Voilà. Le replay, Le replay est un atout indéniable pour le diagnostic, là, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est de l'instantané. Ouais. S'il y a suspicion, on sort. Le diagnostic se fait plutôt en dehors, à la revisualisation des images et au cours d'un protocole, d'un échange entre le médecin et le joueur. Et on décide, c'est très réglementé dans le rugby, par exemple, c'est 12 minutes. Le médecin décide si le joueur revient sur le terrain ou pas. Voilà. Okay. Donc l'image fait partie vraiment de l'analyse aujourd'hui. L'image pendant que le joueur est sur le terrain et l'image quand le joueur, dans les 12 minutes, on regarde les images à nouveau. Voilà, donc c'est un outil, on est très fiers de ça, parce que c'est un outil de mise en sécurité des sportifs. Donc ça contribue à aller dans le sens de la sécurité. Donc l'usage du protocole de commotion cérébrale, bon là on gagne l'appel d'offres Top 14 et Pro D2, donc pour nous c'est un autre virage. Ça c'est le premier gros deal pour Vogo. Oui, c'est le premier vrai marché. Avec la Ligue nationale de rugby, on gagne un marché de 4 ans où on équipe les 30 stades de rugby Top 14 Pro D2 de nos dispositifs vidéo. Ouais. Alors on parle de vidéo, mais aussi le son. Alors ça c'est venu après. Ah, c'est venu après. Ouais, c'est venu après. C'est venu. Donc là on se dit quand même. Là on est en 2015 ou 2016 pardon. 2016, 2017. On se dit que là il y a quelque chose à faire. On voit tous ces usages de la vidéo. Attends, tu es en train de me dire qu'après 2-3 ans de R&D, le constat d'usage multiple que vous n'aviez pas forcément identifié à travers la compétition de judo ici à l'Arena, le top 14 pendant 4 ans, vous dites encore à ce moment-là, vous avez encore des doutes sur le fait qu'il y avait des choses à... Non, on n'a pas des doutes, mais on fait ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Enfin, qu'on n'a peut-être pas fait pour notre première société d'ailleurs. On fait des études de marché. On regarde quelle est la profondeur du marché en France et à l'international. Ah, c'est intéressant, c'est la première société qui s'est, en t'écoutant, développée presque organique, de manière très organique et naturelle, et jusqu'à un rachat d'Orange, et puis etc. On a fait les études, mais on les a faites après, on les a faites en cours. A posteriori. Okay. Bon, en tout cas, ce qu'il faut pas faire, attention, il faut pas que les gens. Non, là pour le coup, on a fait les choses normalement. On a mis au point cette innovation. Pendant la mise au point de l'innovation, on a déjà fait les études de marché. Et voilà, et on a fait les choses dans le bon sens. On a parallélisé tout ce qui caractérise le développement d'une entreprise. Voilà, donc on avait en main les éléments qui nous permettent de dire là il y a quelque chose à faire. Comme on se dit on va faire les choses encore de manière un peu plus folle, pas totalement quand même parce qu'on est contacté par Euronext, on fait une introduction en bourse. Ok. En 2018. Alors, okay. En liaison avec Euronext, parce que il n'y a pas de Sportec côté en bourse en France. À cette époque-là, l'économie et le sport sont bien séparés, la technologie et le sport sont bien séparés. On fait du sport ou on fait des études. Enfin, c'est un peu l'adage, moi, quand j'étais gamin, sur lequel... Voilà, donc, c'était le cas aussi dans mon enfance. Même encore récemment, où c'est vrai qu'on ne distinguait pas. Voilà, maintenant c'est un peu différent, et heureusement, c'est très bien. Mais là, on est en 2000, tu dis. On est en 2018. Mais c'est à la fois très proche et loin. Enfin, c'est marrant parce que de dire qu'en 2018, effectivement, on se dit, on n'alliait pas forcément sport et c'était encore business. Les Anglo-Saxons l'alliaient. Ouais. Les Anglo-Saxons alliaient vraiment sport et technologie. Enfin, il faut faire l'université américaine, on fait du sport. Enfin, tout ça est naturel, quoi. Donc, les Anglo-Saxons ont été un peu en avance sur ce mariage. Donc là, nous, on dit on va tenter d'entrer en bourse, et puis on a une bonne écoute d'Euronext, de la bourse elle-même. Il y avait en perspective les Jeux Olympiques de Paris 2024, la Coupe du Monde de Paris 2023, et côté une Sportec qui n'existait pas sur la bourse de Paris, ça avait du sens. Ça avait du sens. Okay. Voilà. Donc ça se passe très bien. Fin 2018, on s'introduit sur Euronext. Ça aussi, c'est sonner la cloche. C'est un moment qui marque, quoi, qu'on n'oublie pas. Et ensuite, ce parcours de la mise en bourse nous fait rencontrer des personnes, une activité française, une société française qui avait développé les dispositifs de communication audio dans le sport.
D'accord. Alors, pas que dans le sport, dans l'industrie aussi d'ailleurs. Ok. Mais voilà, avec eux aussi des innovations. Qui s'appelle comment? Alors, la Son société qui hébergeait l'activité s'appelle Adenis. Ok. Et le produit s'appelait Vokero. Voilà. Et on se dit, on se rend compte, enfin, d'abord, sur le terrain, on se côtoie. Nous, on fait la vidéo, ils font l'audio. Ok. Les dirigeants, on se rencontre et bon, bah, y a des enfin, c'est la base, hein, tu le sais, Jess, puisque Bien sûr. c'est aussi ton métier, la relation humaine. Donc, on s'entend, enfin, on a les mêmes perspectives, les mêmes visions, la même façon de voir les choses, les mêmes valeurs. Ouais. Mêmes valeurs. Ouais. C'est important ça. Et ben on rachète cette activité. Voilà. En 2019, on rachète Vokero et on merge l'audio et la vidéo pour donner les produits qu'on fait aujourd'hui, des solutions combinées à destination de l'arbitrage, du protocole commotion, de la performance, des fans. Ouais. Et voilà. Oui, c'est ça, parce que quand les arbitres se parlent dans leur micro, c'est toi. Hein, c'est le produit Vokero, ouais. avec la particularité d'effacer l'ambiance de la foule. Ouais, donc ils entendent comme si ils étaient Ils seuls. entendent comme s'il n'y a pas de public, quoi. Voilà, Ça, comme s'il n'y avait pas de public. Exceptionnel. Voilà, donc c'est un brevet. Et bon, alors en plus, cette activité s'était déjà développée internationalement. Donc on a bénéficié, du produit, déjà de leur présence internationale, à laquelle on vient rajouter l'aspect vidéo. Donc j'en reviens à innovation et développement international. C'était vraiment notre credo, quoi. Génial. Incroyable. Et après, donc là, on est en quelle année? Là, on est fin 2019. Et là arrive un truc qu'on n'avait pas prévu. En 2020, il s'appelle le Covid. Le Covid. Ah, ouais. Enfin, la Covid. Ouais, ok. Ou la Covid, ouais. Ouais. Là, j'imagine que Le sport mondial s'arrête. Voilà. Et avec, non seulement il s'arrête, mais aujourd'hui, on a oublié. Il n'y en aura plus jamais. Comment ça, il n'y en aura plus jamais? Les gens me disent, il y aura plus jamais de sport. Enfin, il n'y aura plus jamais de compétition sportive, d'événements sportifs. Et nous, toute notre activité, c'est l'événement. On fait un peu d'industrie, on fait toujours un peu d'industrie, surtout avec les produits de communication audio Vokero dont je t'ai parlé. Mais ça s'arrête, quoi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? ça devait être une traversée du désert exceptionnelle. C'est un événement qui voilà. Donc, déjà, on soutient notre équipe. Donc, à cette époque-là, on est une quarantaine de personnes chez Vogo. Ouais. Donc, on soutient notre équipe. On a la chance d'avoir levé des fonds en bourse. Donc, vous avez un peu de cash, quoi. On a un peu de cash, on a des moyens. Enfin, voilà. Donc, on s'est dit, il y a plusieurs façons. Soit on diversifie, Ça vous a permis de licencier personne? On n'a pas licencié. Ah, génial. Exceptionnel. On n'a pas licencié, on a fait du développement. On n'a pas arrêté les innovations. Ça a été un choix. On a fait un peu de développement annexe sur des sujets dont le but était d'aider au redémarrage de notre activité. Oula, il y a Starmania qui s'installe. Oui, il y a Starmania qui commence à s'activer. Donc, il y a des sirènes. Voilà, donc on essaye de passer la période. Et le sport redémarre sans public. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Oui, exact. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, et donc là, ça a forcément accéléré le développement de nos solutions pour les professionnels. Bon, on est de retour. On a fait une petite coupe due aux essais techniques de Starmania, parce que, encore une fois, je le rappelle, on est au Sud de France Arena et ce soir se joue Starmania et ils sont en plein test son. Donc voilà, on profite de ça. Pardon. Oui, donc tu disais, Christophe. Alors je disais, on parlait de la période Covid. Ouais. Le sport s'était arrêté et puis le sport redémarre sans spectateurs. Ouais. Et oui, et donc là, ça vous permet... Nous, ça nous permet d'accélérer la partie solutions professionnelles parce qu'on a besoin d'arbitrage vidéo, on a besoin de communication audio avec des outils de distanciation. Tiens, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'avais pas dit ce mot, de distanciation. Okay. Donc voilà, de communication distante. On a besoin de mettre en œuvre de la vidéo pour le protocole commotion cérébrale. On a besoin... donc nos solutions professionnelles redémarrent. Elles redémarrent plutôt bien. Ok.
Voilà, donc depuis. Est-ce que là vous avez j'imagine, renouvelé ou pas, je sais pas, mais votre contrat avec le top 14 en Oui, France. il s'est mis en pause pendant la période où les matchs ne sont pas joués, et ça a redémarré. Et il y a d'autres fédés justement qui vous Alors là, on gagne d'autres appels d'offres, hein, à partir de ce moment-là. Donc on est en 2021, et donc de 2021 à aujourd'hui, on gagne des appels d'offres. On a une filiale. Et là, c'est juste pour donner un panel à ceux qui vont nous écouter. Enfin, après, vous êtes dans beaucoup de sports, mais donc il y a le rugby, il y a le judo. On est dans il y a la 25 natation. disciplines sportives. Ouais. Et en 2018, lors de l'introduction en bourse, on fait moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Okay. Et l'an dernier, on fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ouais. Voilà, on fait x10 en 6 ans, en 5 ans, malgré 2 années Covid. Exceptionnel, ouais, génial. C'est une très belle croissance. Ouais. Et là, poussé par justement ces produits qui sont plus axés sur... Poussé par 3 marchés, hein, qui sont l'arbitrage. Donc on fait des solutions d'arbitrage. Donc on répond à des ligues et des fédérations, des appels d'offres de ligues et fédérations. L'assistance au protocole de commotion cérébrale, donc qui existe dans le rugby, mais ou dans le football américain, mais qui est en train d'arriver dans beaucoup de sports à choc. Notamment le judo, tiens, parce qu'on revient un peu au sujet. Et puis la performance des sportifs, le lien entre le coach et le joueur pour revoir les entraînements, etc. C'est quand même un joli parcours, hein, pour quelqu'un qui, avec ses associés, voulait se sortir un produit avec le téléphone de manière instantanée, des images, etc. Ouais. On est quand même là, un développement, on est finalement, je ne sais pas si on est loin de ça. Non, c'est la même technologie, hein. Oui, mais en tout cas, l'usage est radicalement différent et juste... voilà. L'usage, on peut le résumer par communication audio et replay vidéo pour tous les usagers de l'enceinte sportive, qu'on vienne là pour le divertissement ou pour travailler. Voilà. C'est ça l'usage. Ouais, c'est génial. Et OK. Et donc aujourd'hui, 80% du chiffre d'affaires est fait en dehors de France. À l'étranger, ouais, ce que tu me disais. On a une filiale aux États-Unis, on a une filiale en Angleterre, on a un réseau d'une trentaine de distributeurs. Voilà, donc on travaille beaucoup pour des ligues et des fédérations. On a eu, à partir de 2021, l'activité a bien repris. Et en 2023, on obtient la certification de la FIFA. Voilà. Donc toi qui... okay. Ça, j'imagine, c'est un passe-droit exceptionnel, hyper intéressant. Ça, c'est quelque chose... D'abord qui témoigne d'une vraie maturité de la technologie et du produit, et d'une forte fiabilité. Et qui, on est 7 ou 8 sociétés dans le monde à l'avoir. En France, on est les seuls. Et qui permet... je ne savais pas qu'il y avait si peu de sociétés à l'avoir. Wow. Et qui permet de s'adresser, de recevoir les appels d'offres des ligues et des fédérations qui mettent en place l'arbitrage dans leur pays. Alors l'arbitrage, on pense tout de suite football, Ligue 1, mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Déjà dans le football lui-même, avec des divisions inférieures, voilà, etc. Qui pourrait, enfin, sous-entendu, ça pourrait toucher aussi des ligues amateurs ? Bien sûr, ça va venir vers les ligues amateurs, bien sûr. Oui, avec des dispositifs plus légers, mais ça va venir vers les ligues amateurs. Et puis après, ça se démocratise dans toutes les disciplines sportives. Aux derniers Jeux Olympiques, il y avait de l'arbitrage vidéo dans quasiment toutes les disciplines sportives. La natation collective, hein, handball, basket, rugby bien sûr, mais également une discipline individuelle. Hein. Je pense à l'escrime, je pense à la natation, je pense à... Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est en train de vraiment de se démocratiser avec un marché. Et là, on peut vraiment parler de marché qui grandit tous les ans. C'est-à-dire, c'est un marché qui est en croissance à 2 chiffres de manière assez significative, quoi. Ah oui, tous les ans, ok, d'accord. Ouais. Tous les sports veulent se professionnaliser, en tout cas veulent avoir accès. Oui, alors les sports se professionnalisent et le monde amateur, les produits commencent à être accessibles pour des ligues et des fédérations qui ont moins de puissance financière. Et donc ça se démocratise aussi dans des divisions plus semi-professionnelles ou amateurs. D'accord. Ouais. Et alors toujours accompagné
de ton associé. Ouais, de mes associés, toujours. Des années 90. Ouais. Toujours. Ça n'a pas changé. Bah, ça ne changera pas. Non, mais je trouve ça génial. Non, mais ça ne changera pas. Enfin, il y a deux choses qui n'ont pas l'air de changer chez toi. C'est effectivement les personnes dont tu t'entoures et ton ancrage aussi. Même si tu parcours le monde pour tes activités, il y a un ancrage fort pour toi ici à Montpellier en région. Ouais, ça résume en fait la techno, tout ça, c'est finalement ça. Enfin, si je pensais que c'était fondamental au début, je pense que ça devient un peu accessoire. C'est nécessaire, mais un peu accessoire. Et ce qui a vraiment finalement de la valeur dans tout ça, c'est la relation humaine. Et c'est les valeurs qu'on essaye d'avoir. Et le territoire, pour moi, ça fait partie de ces valeurs-là, quoi. C'est important de se dire qu'on est né ici, on a grandi ici, on a reçu une éducation ici et qu'on puisse restituer, qu'on puisse participer, contribuer au fait que ça puisse être possible pour nos enfants. Pour moi, c'est important. Ah oui, tu as envie de transmettre des choses au territoire pour que les uns et les autres aient peut-être plus d'opportunités, plus de chances pour créer de la valeur sur ce territoire. Ouais, c'est un joli retour. Et ça, finalement, je ne sais pas si tu l'avais en tête ou tu le verbalisais aussi bien il y a 30 ans ou 40 ans, parce que tu reviens assez vite, finalement, à Montpellier. Et malgré tes activités qui t'emmènent un peu partout, tu restes habité pendant toutes ces années. Toute ma vie, presque. Toute ta vie à Montpellier. Je ne le verbalisais pas. Je l'avais certainement, mais bon, maintenant je le verbalise parce que j'arrive à mettre des mots dessus, mais je le faisais ça presque. Pour moi c'était important. Aujourd'hui, j'arrive à le verbaliser, Et alors, on peut peut-être citer tes plus proches avec qui tu collabores depuis 40 ans, ton associé alors mes plus proches, c'est Pierre Keffler. On a fait nos études ensemble, donc je dis souvent, on était amis avant d'être associés. Donc un jour, on redeviendra amis. Enfin, on a toujours été amis. Daniel Dedis, Véronique Puyot, Christelle Albinet. Enfin, c'est des gens avec qui j'ai fait ma carrière professionnelle. Et puis après, il y a ceux qui sont arrivés après, avec lesquels c'est tout aussi important et tout aussi fort. Barbara Desmarais, Pascal Saguin, Bertrand Millon, enfin, je pourrais en citer beaucoup, parce que tout ça c'est important. Merci de les citer, je trouve ça intéressant et important parce que en tant qu'entrepreneur, parfois, tu l'as dit dans ta première expérience, tu n'as pas fait de benchmark etc., ou d'analyse de marché. Et du fois, on avance à tâtons, mais il y a cette intelligence collective de savoir s'entourer et d'aller chercher puis c'est aussi, la compétence. C'est moi qui suis là aujourd'hui, mais c'est eux, c'est tous ensemble qu'on a fait le job, quoi. Donc c'est vraiment tu dis l'intelligence collective. C'est du collectif. C'est ça. Et c'est quoi la suite de Vogo là, tu me dis effectivement, ça m'intrigue, ça attise ma curiosité. Tu dis que le marché se développe de manière exponentielle, etc. Parce que ça va assez vite. Quand je t'écoute, 2012, il y a des marqueurs forts. Ça va vite. 2018, 2024, 2030, le sport, il devient quoi on est capable de capter... Je pense qu'on est, paradoxalement, on n'est qu'au début de la pénétration de la technologie dans le sport. Ah, tu penses que c'est juste je pense qu'on est au une mise en bouche, là, ce qu'on vit. Ok. Mise en bouche, là, on arrive à des niveaux quand même qui sont intéressants, mais je pense qu'on pourrait en discuter 2-3 heures, mais l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'IA, elle est, j'imagine, déjà dans vos technologies. L'IA, elle fait parce que elle va être utile. C'est un grand débat, mais nous, on va faire de l'IA utile. Je vais te donner un exemple, Jess, pour dire, aujourd'hui, en top 14 Pro D2, on a un médecin en bord de terrain qui consulte des images et qui prend une décision pour mettre en sécurité un sportif. Okay. Chez les jeunes pratiquants, les amateurs, on n'a pas de médecin en bord de terrain. Okay. Donc nous, on réfléchit à mettre une IA pour faire ça. Ah, pour qu'elle détecte à l'image, peut-être se dire, ok, il faut peut-être... On apprend de l'élite et on applique. On travaille sur des sujets
inhérents à ça, sur des sujets inhérents à la data, à la performance. Enfin, dans l'image, on va pouvoir lire et avoir beaucoup d'informations. Donc voilà. Et là, alors, je ne sais pas dire aujourd'hui jusqu'où ça va aller. Comme je ne savais pas dire au début de Vogo qu'on allait travailler sur ces sujets. Parce que mais je perçois il y a encore beaucoup de choses à faire qui vont arriver. Okay. Phénomène immersif aussi, l'immersion, c'est un vrai sujet dans le sport. Dire qu'on est là, mais qu'on peut s'immerger au milieu de gens. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que grâce à la technologie que vous proposez, ça a pu, j'imagine, ça a rendu accessible certains sports qui étaient peut-être encore... C'est un peu le but. Alors il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un peu le but. C'est-à-dire qu'il y a des sports qui sont très médiatiques, avec plus de moyens que d'autres. Il y a des sports moins médiatiques, mais qui, grâce à ces technologies, trouvent leur public, trouvent leur positionnement, trouvent des revenus. Je pense que c'est important aussi dans le process. Donc voilà, donc effectivement, il y a de gros mouvements qui sont... il y a un win-win quand même assez... Il y a beaucoup de mouvements qui sont... Et c'est vrai que encore hier, je t'en parlais avant qu'on démarre l'épisode, je regardais une vidéo que vous avez postée sur les réseaux avec Alain Bernard qui explique, où on voit grâce à votre technologie la position du corps du nageur dans l'eau, sur la performance. Sur la performance, et c'est vrai que en tout cas d'un point de vue sportif, performance sportive, c'est incroyable l'information à laquelle on n'avait pas accès et qui est juste cruciale aujourd'hui, quoi. Avec ces caméras sous l'eau et systèmes de replay, on voit la performance, donc ça c'est un peu ce qu'on met en avant aujourd'hui. Ce qu'on ne voit pas encore, c'est l'apprentissage de la natation, et pourtant ça va être essentiel. C'est-à-dire C'est-à-dire ça va faire partie de l'apprentissage de la natation, c'est-à-dire qu'on va... de se regarder. Ouais, d'améliorer sa propre natation, de se regarder, comme moniteur apprenne à nager à un gamin en lui disant, tu vois, tes bras, ils doivent faire ci, ça, tels angles, tel process. Donc voilà, voilà. Et ça nous interpelle de pouvoir faire des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai que ça se paraît naturel dans certains sports de se voir à l'image. Mais c'est vrai que pendant des séances d'entraînement, d'avoir un feedback direct de soi, c'est un gain de temps précieux. Certainement qu'il y a des choses qui vont se faire là-dedans. Ah oui, en fait, il y a ça. En fait, le champ, il est très important. Large. Donc, à horizon 2030, c'est dur de répondre. Mais voilà, moi, je crois beaucoup au développement de cette société. Et donc, elle se structure pour encaisser ce développement-là. C'est vrai que ça touche... c'est hyper large. Ça touche l'arbitrage, la formation, la performance. Le sport, la digitalisation, la numérisation du monde sportif, c'est aussi important que la numérisation des secteurs de la santé ou de l'éducation. C'est un vrai sujet avec beaucoup de choses à faire. On parle pas tu parles pas de ton sport passion, la voile. Je sais pas si Vogo vous y êtes pas, ou en tout cas si on en fait un peu avec Vogo. Moi j'ai grandi, quand j'ai grandi dans une école de voile, donc j'ai appris, j'ai passé optimiste, 420, le sujet. Donc se déplacer avec du vent, je trouve c'est intéressant. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est un sport qui reste avec des valeurs, avec des vrais aventuriers sur la course au large. Là, on est en plein Vendée Globe, donc des bateaux qui sont magnifiques, mais qui vont très vite. Je trouve que, pour la petite anecdote, Vogo, ça veut dire je vogue en italien. Ah ben voilà. Je savais bien qu'on allait trouver un lien avec ta passion. On travaille un peu dans la voile, sur les communications audio, même des équipages de l'America Cup. On a fait quelques expérimentations aussi de replay vidéo de bateaux vers un public qui était sur le bord des plages. Alors, on a un peu travaillé. C'est pas un sport qui nécessite de l'arbitrage comme les sports co. Mais c'est un sport. Il y a un peu d'appétence à l'image quand même. Ouais. Et toi-même, tu restes, tu es investi encore dans, De moins en moins, parce que de moins en moins, j'essaye de contribuer quand je peux à organiser aux côtés d'un grand navigateur de la région Quito, de l'aider dans
l'organisation d'une course au large, mais c'est pas mon métier, c'est le sien, et ça me permet de rester un peu en contact avec la voile. Par contre, je suis le Vendée Globe. Non, mais je trouve vraiment ton histoire géniale parce que j'imagine, tu as cité plusieurs fois le mot valeur et mais j'imagine en t'écoutant que derrière ce mot, tu mets l'amitié, la loyauté, la transmission, tout ce que j'entends en tout cas dans ton parcours, fidélité envers tes proches qui te suivent et qui font que tu es là aujourd'hui à parler de Vogo de cette manière-là. Transmission, j'entends attaché à ta terre du Sud et que tu as envie de donner des choses, en tout cas apporter ta pierre à l'édifice. Et peut-être même aussi plus largement au monde du sport, parce que c'est vrai que en t'écoutant, j'avais pas forcément tous ces champs en vue vis-à-vis de la technologie, mais c'est quand même assez dingue. Vogo est un acteur qui devient une sporttech qui devient significative dans le monde du sport. D'ailleurs, les sporttech, en général, ces sociétés-là dont ce mot sporttech on ne prononçait pas il y a 4 ans en arrière, on parlait plutôt de biotech, de medtech, mais pas beaucoup de sporttech. C'est un mot qui est en train de s'imposer. Ouais. Et il y a un collectif national des sporttech qui grossit chaque mois, qui trouve sa place. Oui, il y a des collectifs, oui, c'est vrai, qui sont maintenant établis, on peut le dire. Enfin, qui s'établissent, qui sont en train et qui sont en croissance. Dans une économie un peu globale où il y a des sujets quand même qui sont pas faciles. Celui-là, il est en croissance. Ouais. Donc, moi, je crois beaucoup aussi au fait qu'il y a une vraie économie autour de tout ça. Mais en t'écoutant, parce qu'en plus, il y a eu les JO il n'y a pas si longtemps que ça, que finalement, toutes ces technologies que l'on a pu voir durant les Jeux, presque vu de ma porte, c'était presque normal, naturel de voir tout ça. Alors qu'il y a des entreprises derrière. Et puis c'est pas si vieux que ça. En fait, en t'écoutant, tu vois, tu lances Vogo en R&D, c'est en 2012. Ouais, France, c'est récent. Dans les pays anglo-saxons, c'est un peu plus ancien. Il n'y a plus cette culture. Et puis, les Jeux Olympiques ont été un formidable salon, en vraie grandeur pour nous. Ouais. Et les gens se disent, mais on n'en a pas du tout entendu parler. Moi, je leur dis, mais c'est très bien. Vous voyez, c'est que ça marche. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça te va bien, cette posture? Moi, ça me va bien qu'on n'entende pas parler. Ok, pourquoi? Parce que ça veut dire que ça marche. Okay. Non, mais après, on a chacun à faire son boulot de dire, c'est important. Les sporttech, c'est important. Mais voilà, on ne se rend pas compte quand on voit un arbitre avec son micro sur le terrain, qu'on efface l'ambiance de la foule, qui communique comme on communique tous les deux, alors qu'il y a 100 000 spectateurs dans le stade qui est avec un brouhaha terrible. Ça paraît tellement naturel et on ne se pose pas la question. Et derrière ça, il y a des entreprises, il y a des gens qui bossent, il y a des emplois qui se créent, il y a tout ça, quoi. Je fais le lien, là ça vient de me traverser l'esprit, mais je te regarde, je t'écoute encore une fois et je me dis, tiens, c'est dingue, cette bienveillance que tu dégages. En tout cas, c'est comme ça que je la ressens. Merci, ça. Ouais. Non, mais j'essaie de le traduire pour ceux qui vont écouter le podcast et nous regarder sur YouTube, parce qu'effectivement, j'ai presque l'impression dans toutes ces images que vous créez chez Vogo qu'il y a ton regard bienveillant envers l'arbitre, bienveillant envers le sportif qui est en train de se blesser, bienveillant entre le sportif qui aussi essaie en tout cas d'améliorer sa performance. Ce regard que tu poses sur toutes ces personnes, ces différents métiers dans le monde du sport, et avec tes compétences, envie justement de les mettre dans ce petit cocon que toi tu t'es construit aussi toi-même durant toute ta carrière avec ton associé au départ, et puis tu t'es entouré de gens de confiance qui manifestement en tout cas te sont fidèles, avec qui, mais je peux le comprendre parce que dégage cette bienveillance, cette volonté en tout cas de transmettre à l'autre et d'apporter un regard qui va, avec cette bienveillance que tu incarnes, qui va l'aider. Donc presque il y a toujours un peu de toi finalement
dans chacune des situations. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Merci. Ouais. Parce que c'est vrai que t'es plutôt, on sent que tu es plutôt quelqu'un avec beaucoup d'humilité, etc. Qui dit les choses, mais pas trop quand même. En tout cas, qui veut pas heurter, qui veut pas. Tu vois, t'es très pondéré. Et petit à petit, on se sent. Et en même temps, tu te lâches. Et du coup, en tout cas, moi, tu m'englobes dans cette bienveillance qu'au début de l'épisode, j'avais pas forcément saisi. Tu vois. Mais en t'écoutant, en te regardant, finalement, avec le temps qui passe, je rentre petit à petit dans ta bulle. Et je me dis, mais en fait, c'est comme si une caméra de Vogo me regardait. Tu vois, comme si après, je pouvais aller regarder un peu ma performance de cet épisode. On pourra revoir le replay. Oui, on pourra revoir le replay, tu vois. Et en même temps, j'aurais aucun doute sur le fait que ça sera fait avec bienveillance. Et je pense que c'est ça, peut-être, que en tout cas, si j'ai quelque chose à essayer de donner à ceux qui vont écouter ou voir ce podcast, c'est cette bienveillance naturelle que tu poses. Et je l'ai vu d'ailleurs avec Cédric qui nous a... parce que, en fait, quand on en a parlé de l'épisode, tu me dis, faut tout de suite, c'est toi qui as eu l'idée, il faut qu'on le fasse à l'Arena. C'est à l'Arena que ça a commencé avec le judo. Et c'est vrai que quand et tout de suite, tu as dit, j'appelle Cédric pour savoir si on peut le faire à l'Arena. Et la façon dont nous a accueillis Cédric, évidemment, Cédric est quelqu'un de charmant, j'en doute pas, mais je pense aussi que cette manière aussi que je vous ai vu interagir, etc., tout de suite, on est bien. Il n'y a pas de... Voilà, je pense que tu... deux mots sur lui, parce que c'est pas évident de donner sa chance à trois gars qui ont développé un truc dans un coin et de se dire je vais le mettre au championnat du monde, championnat d'Europe de judo. Ça, j'avoue. Faut être culotté quand même. Hein. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Dit comme ça, bravo lui. C'est clair. Oui. Donc, chapeau. Enfin, et c'est pour ça que j'aime ce territoire aussi. C'est que j'aime ce territoire et que je pense que les sporttech peuvent se développer. Parce qu'il y a dans ce territoire des clubs de football, de rugby, des épreuves sportives, des clubs de volley, des clubs de basket. Enfin, il y a tout un écosystème du sport, notamment élite, qui vous ouvre ses portes, quoi. Ouais. Vous voulez faire un truc, c'est pas les gars qui vont se dire attends, nous on est dans la Ligue 1 de foot ou de rugby. Non, ici, faut vraiment faire ses preuves avant de commencer. Pas du tout. C'est se dire, on est aussi un laboratoire, quoi. Ah, oui. On est un laboratoire voilà, donc ce partenariat entre des sporttech, des gens de l'économie du sport et le sport lui-même, même des sportifs qui sont très accessibles, quoi, qui se disent, mais tiens, quand même, on les voit, ces petits gars en bord de terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous parler, ils viennent vous voir, ils viennent échanger avec vous, qu'est-ce que tu fais? Ils s'intéressent à vous, à un point tel que pour nous, certains ont investi. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Ils ont acheté des actions Vogo en bourse. Ils ont investi jusque-là, quoi. Et oui, mais ils disent, moi, je suis concerné par le protocole de commotion cérébrale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on peut peut-être les citer. Effectivement, il y a des ambassadeurs de Vogo qui... Enfin, vous êtes entouré d'ambassadeurs. Alors, nous, on a des investisseurs, des sportifs investisseurs, et on a des ambassadeurs. C'est des choses différentes. Okay. Par exemple, Alain Bernard, que tu citais, c'est un ambassadeur, il travaille avec nous dans le secteur de la natation. D'accord. Voilà. Donc, après, il y a des sportifs à qui on a levé des fonds, on a proposé de participer. Donc, les sportifs actionnaires également. Oui, c'est ça. Donc, Tony Parker, Raphaël Varane, Aurélien Chouameni, Achraf Hakimi, François Trinduc, mais ce sont des gens qui sont interpellés par ce qu'on fait. La commotion, le développement en Afrique et Moyen-Orient, Achraf Hakimi, l'arbitrage vidéo, la technologie, Aurélien Chouameni, François Trinduc, protocole commotion. Ce sont des gens qui ont tous quelque chose, disent, mais ces gens-là ne travaillent pas contre nous, ils travaillent pour nous, sportifs aussi. Oui, bien sûr. Et être quelque part représenté dans une sporttech, c'est quelque chose qui a aussi de la valeur pour nous. Ah non, je comprends. La valeur pour eux, certes, pour nous, ça a beaucoup de valeur. Bien sûr. Pour eux, ça a un peu de valeur aussi, ça a de la valeur aussi. Ouais. Donc c'est gagnant-gagnant.
Voilà, donc ça aussi, Oui. c'est un sujet, on pourra en parler des heures. Ouais, hein. non, mais c'est hyper intéressant. Ça fait que Ouais. j'imagine même pour eux en tant que sportifs, c'est aussi une manière aussi d'apporter autre chose au sport. Bien sûr. Ils sont talentueux et ont été talentueux pour certains déjà à la retraite sportive, mais oui, j'imagine que c'est pour eux aussi une envie profonde d'apporter quelque chose au monde du sport. Ouais. Ouais, génial. Et pour terminer cet épisode, Christophe, comme je le pose à tous mes invités, après avoir vécu tout ce que tu nous as, toutes les aventures que tu viens de nous livrer, est-ce que tu changerais quelque chose? Alors, je vais répondre à la question. D'abord, parce que je n'ai peut-être pas l'opportunité après, je voulais te remercier quand même de m'avoir proposé de faire ce podcast. Voilà. C'est moi qui te remercie. Et est-ce que je changerais quelque chose? Non. Non. Rien. J'en aurais rêvé. Non, c'est vrai que si je me mets à la fin de mes études, travailler dans finalement ce pourquoi l'innovation, le développement international, la technologie, ce pourquoi ce qui m'interpellait, ce qui m'interpelle, et en plus dans ma passion qui est celle du sport, enfin, Ouais. c'est, C'était inespéré. Enfin, je peux plus faire autre chose là. Ouais. Ouais, là, tu es à ta place, au bon endroit. Ouais, je suis bien. Bon, je crois qu'on peut terminer l'épisode là-dessus. Merci encore une fois Merci. beaucoup, Christophe, d'avoir Merci accepté à toi. cette interview. Encore une fois, merci à Cédric de nous avoir accueillis. Ouais, merci à Cédric. Ouais. Voilà. Et moi, je vous dis... Et un petit coucou à toutes les équipes de l'Arena Sud de France quand même. Et oui, en plus, coucou, bien sûr. et à toutes les équipes de Vogo, tant qu'on y est, Aussi. qui vont peut-être écouter aussi ce podcast. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.